Bonsoir à tous, on est très heureux de vous retrouver pour ce premier webinaire de l'année 2023. Année 2023 qui a déjà bien démarré. Nous sommes ensemble ce soir pour environ une bonne demi-heure, pendant laquelle nous allons dans un premier temps revenir rapidement sur l'année 2022, mais nous prendrons le temps de dresser le bilan d'un point de vue macroéconomique, d'un point de vue financier, et puis nous irons aussi prendre la température du côté des distributeurs d'ETF. Cela nous permettra d'avoir une vision supplémentaire et plutôt constructive de la tendance de marché. Dans un second temps, bien évidemment, nous prendrons le temps d'évoquer les perspectives qui se dessinent sur 2023, toujours dans les mêmes catégories, à savoir distribution des ETF sur le plan financier et sur le plan macroéconomique. Et comme à notre habitude, nous répondrons à vos interrogations en fin de présentation et nous procéderons aux questions-réponses avec nos experts. Pour procéder à l'exercice ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir Jean-Pierre Petit, économiste et président des Cahiers Verts. Bonsoir Jean-Pierre, merci d'être avec nous ce soir. Arnaud Gillan, directeur iShares France pour BlackRock. Bonsoir Arnaud, merci d'être avec nous. Et Alexis Nac, expert Yomoni. Merci Alexis d'être avec nous ce soir. Bonsoir Charlotte. Petite précision, les aléas du direct, notre invité Jean Virol, initialement prévu, qui est expert en finance comportementale, a malheureusement une extinction de voix et ne sera pas en direct ce soir avec nous. Mais aucune inquiétude, lorsque nous enverrons le replay du webinaire, nous compléterons sa partie, la partie dédiée à Jens Virol sera complétée et disponible sur le replay du webinaire. Première partie, analyse macroéconomique. Jean-Pierre, on démarre le bilan 2022 avec vous. 3 faits ont particulièrement marqué l'année 2022. La crise ukrainienne, la remontée des taux directeurs et le prix de l'énergie. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui quel impact ces 3 faits ont eu sur les marchés et quelle est votre vision? D'abord, les 3 phénomènes sont totalement liés, bien évidemment. Alors, la hausse des prix était déjà un petit peu antérieure. L'inflation, le processus inflationniste, il était lié à la forte reprise post-Covid en 2021 et aux très fortes tensions qui avaient affecté les chaînes d'approvisionnement en amont du processus de production de toute une série de biens manufacturés à partir des biens intermédiaires fabriqués en Asie de l'Est. Donc il y avait une montée de l'inflation progressive à partir du printemps 2021 et puis sont arrivées les tensions entre la Russie et l'Ukraine qui ont déjà fait monter avant le démarrage de la guerre le 24 février, qui ont fait monter les prix des matières premières. Et il est bien évident que l'opération militaire elle-même, qui a démarré le 24 février, a multiplié les hausses de prix de l'ensemble des matières premières. D'ailleurs, il ne s'agit pas seulement du pétrole, il s'agit des autres sources d'énergie fossile, comme le gaz, le charbon au niveau mondial, qui a moins d'importance chez nous, mais qui en a beaucoup dans un grand nombre de pays émergents. Et puis des métaux industriels, des engrais, ainsi que des matières premières agricoles. Voilà. Donc c'est tout ça qui a augmenté. Et donc bien évidemment, les banques centrales ont dû accélérer leur resserrement monétaire qui avait déjà été entamé, notamment aux États-Unis. Tout à fait. Et bien évidemment, les taux d'intérêt réels ont fortement monté. Donc les ajustements d'actifs ont été assez puissants. À la fois, alors comme c'est un choc plutôt stagflationniste, c'est-à-dire qu'il y a une montée de l'inflation et une baisse de la croissance, bien évidemment, et donc les marchés actions et les marchés obligataires ont beaucoup souffert. Donc à cause de ce choc inflationniste et à cause de ce resserrement des conditions financières qu'on n'avait pas vu sous une telle brutalité depuis 40 ans, depuis l'époque de Paul Volcker entre 1979 et 1982. Et cerise sur le gâteau, si je puis dire, il y a eu la politique de zéro Covid qui a affecté un grand contributeur à la croissance mondiale qui s'appelle la Chine et qui a, elle, été un petit peu affectée quand même par l'environnement mondial, mais qui a surtout été affectée par Omicron, qui a été dans l'ensemble très mal géré par les dirigeants chinois et donc qui a abouti à une croissance extrêmement faible en Chine. Le tout dans un environnement de guerre quand même, et de guerre sérieuse. C'est pas une petite guerre, c'est une guerre qui affecte 2 grands pays européens, l'un de 145 millions d'habitants, l'autre de 45 millions d'habitants à peu près, avec une grande puissance militaire, la 3e dans le monde, grande puissance nucléaire, grande puissance même politique, puisqu'elle est membre permanent du Conseil de sécurité. Donc en toile de fond, un événement géopolitique majeur, historique même. Donc j'ai envie de dire que les performances des marchés d'actifs ont été très négatives, surtout en termes réels en 2022. Mais j'ai envie de vous dire que par rapport à cet environnement particulièrement défavorable, on s'en est pas trop mal sorti. Voilà.
C'est-à-dire que les performances réelles des actions, à part quelques segments, hein, évidemment, les matières premières, certains, le secteur de l'armement, enfin bref, ou des micro-secteurs qui s'en sont bien sortis, voire des pays, le Brésil, etc., qui s'en est bien sorti. Mais le marché action a évidemment baissé, le marché obligataire également. Quand je dis le marché obligataire, c'est la dette souveraine, mais c'est aussi les obligations d'entreprise, qu'on appelle le marché du crédit. C'est un peu la nouveauté. C'est un peu la nouveauté qu'on a sur 2023, enfin sur 2022, pardon, Oui. par rapport aux autres années. C'est-à-dire qu'on a une corrélation des classes d'actifs, Oui. entre le marché action et le marché obligataire, ce qui a un peu surpris tout le monde parce que le rôle initial du marché obligataire est plutôt de maintenir un peu à niveau la volatilité. Oui, mais en régime inflationniste, en fait, ou stagflationniste, oui. Mais l'inflation, de toute façon, débouche toujours sur une récession. C'est-à-dire quand les taux directeurs repartent à la voilà, hausse. quand les taux d'intérêt montent, c'est difficile de gagner de l'argent sur les obligations. Et bien évidemment, c'est aussi difficile d'en gagner sur les actions. Et alors effectivement, c'est assez rare, puisqu'on avait connu que cela depuis 1872 aux États-Unis que 13 fois dans l'histoire. La dernière fois, c'était en 2018, même si c'était très faible. Enfin, voilà. Et c'est quelque chose qui est typique d'un environnement stagflationniste. Et donc, dans un environnement stagflationniste, il faut faire des choix beaucoup plus marqués en termes de secteur, en termes de stocks, en termes de stock picking, ou en termes de catégories d'actifs. Il est bien évident que les matières premières, surtout dans un environnement comme celui-ci, performent mieux dans l'ensemble. Les infrastructures, effectivement, résistent. Certains compartiments du marché immobilier résistent. Vous voyez, donc, mais il faut être très proactif et très fin dans son allocation d'actifs. Oui, il faut s'y connaître, quoi. Oui, il faut plutôt s'y connaître. Pour gagner de l'argent, d'une manière générale, dans les marchés d'actifs, il faut plutôt s'y connaître. Ok, donc en fait, au final, on se rend compte sur 2022 qu'on a quand même ce phénomène assez exceptionnel de corrélation des classes d'actifs, ou plutôt ce qu'on a appelé quand même le krach obligataire, hein, dès fin du premier trimestre 2022, qui a beaucoup perturbé, on y reviendra, les portefeuilles dits équilibrés, voire défensifs. Il y a une autre tendance de marché qu'on n'a pas évoquée là, enfin que vous n'avez pas évoquée à travers votre vision, qui est le rallye du marché européen, parce que s'il y a un secteur qui s'en est plutôt bien tiré, plutôt vers Q3, voire Q4 de l'année 2022, qui tend à continuer un petit peu sur ce début d'année 2023, c'est le rallye du marché européen. Comment est-ce qu'on l'explique ? Depuis 4 mois, on a une surperformance du marché européen par rapport au marché américain, que ce soit en monnaie locale ou en monnaie commune, d'ailleurs. Enfin bref, que ce soit en euros ou en dollars, ce qui est d'ailleurs assez rare. Et historiquement, je ne vois pas décevoir tous vos interlocuteurs ou vos auditeurs, mais ça dure assez peu de temps dans l'histoire, hein, depuis 40 ans, hein, depuis que les marchés sont corrélés, puisque dans les années 50, 60, 70, ils étaient très peu corrélés. Eh bien, ça s'explique parce qu'il y avait un discount. On était très négatif sur le marché action européen, parce que bien évidemment, on pensait que l'Europe allait être une victime beaucoup plus significative que les États-Unis de la guerre d'Ukraine et du fait de leur dépendance énergétique extérieure. Puis les marchés avaient anticipé des événements très négatifs. Très négatifs. Donc tout ça a amené effectivement... Alors, il y a aussi des problématiques sectorielles qui ont avantagé, puisque ça a été quand même une année plutôt value en 2022. Alors, plus une que année growth. Value, peut-être juste pour les gens qui nous... Je me permets de vous interrompre. C'est-à-dire année value, c'est-à-dire c'est des marchés un petit peu plus... dont la dynamique dépend de la valorisation des boîtes, des sociétés, plutôt que des perspectives de croissance. Voilà, perspectives de croissance typiques aux États-Unis, c'est la tech. Quand vous achetez de la tech, c'est que vous avez confiance dans les perspectives de croissance. Vous n'achetez pas une valorisation d'une entreprise traditionnelle, si je puis dire. Voilà. Et alors, le marché européen est plus value que growth. Voilà. Et comme la growth avait performé pratiquement durant toute la décennie précédente, c'est l'une des sources d'explication de la surperformance du marché américain dans les années 2010, par exemple, voilà, ou dans les années 90, enfin bref, voilà. Et là, c'était pas plus le cas, puisque les valeurs de croissance sont très sensibles au taux d'intérêt, puisque ce sont des valeurs à duration longue et donc sensibles au taux d'intérêt, enfin du moins plus sensibles que les secteurs value. Et donc, comme la hausse des taux a été puissante et n'était pas vraiment anticipée, les secteurs de croissance ont beaucoup souffert. Voilà les sources d'explication globale de la bonne résistance du marché action européen. Mais j'ai envie de dire que le marché action global a bien résisté. Et s'il a bien résisté, c'est que l'économie globale a bien résisté. Puisque là, puis, finalement, vous apercevez en fin d'année 2022 ou même au début de 2023 que vous n'avez pas de récession mondiale. C'est pas terrible, les chiffres sont pas terribles, mais
Il n'y a pas de récession mondiale. Et s'il n'y a pas de récession mondiale, c'est qu'il y a des sources de résilience particulières. D'abord parce que les bilans des entreprises sont solides. La dette nette des entreprises est faible, finalement, au niveau mondial, hein, j'entends. Les bilans des banques sont bons. C'est-à-dire que les banques n'ont pas joué un rôle accélérateur de la récession, contrairement aux grandes récessions du passé. Et l'emploi mondial a bien résisté. Et je dirais même que de façon tout à fait exceptionnelle, extraordinaire même, il a continué de progresser. Je parle de l'emploi mondial. Les derniers chiffres le démontrent. Et le taux de chômage n'a quasiment monté, à part un peu en Chine, il n'a monté quasiment nulle part. Alors il faut dire qu'il y a eu beaucoup de mesures de soutien public, en particulier en Europe, en Chine et dans d'autres zones, que la crise énergétique a quand même été dans l'ensemble pas mal gérée, notamment la crise gazière européenne. Au début septembre, quand on voyait le prix du mégawatt à plus de 300 euros, on pouvait s'inquiéter. Et finalement, il a chuté. Il y a une météo aussi de fin d'année qui a été aussi factuellement. Les stocks, oui, mais il y a eu aussi des mesures qui n'étaient pas trop mal faites. Mais le cumul des deux a permis... a permis au prix du gaz de diminuer. Et puis même le prix du pétrole, finalement, c'est pas complètement envolé. Il est même plutôt en baisse presque depuis un an, hein, puisqu'on avait même dépassé les $130 au mois de mars de l'an dernier. Donc la crise de l'énergie a été pas trop mal gérée, on va dire, compte tenu du contexte. Et tout ceci a permis à l'économie mondiale, dans l'ensemble, d'assez bien résister. Et ce qui a aidé aussi le rallye Action mondiale, parce que vous avez parlé du marché européen, mais le marché action américain aussi a progressé depuis le début du mois d'octobre. Voilà, donc ça a été un rallye mondial. Plus lentement. Où l'Europe a surperformé, et où le marché action mondial, dans l'ensemble, MSCI World All Countries, a également progressé. Ce qui n'est pas le cas du marché obligataire européen, en particulier. Et ça a été... rendu possible par cette résistance, non seulement de la macro, mais résistance également des marges et des profits, même s'il y a une tendance à la décélération, à la révision, à la baisse des perspectives de profit, mais ça a été dans l'ensemble assez modéré. Et puis le resserrement monétaire a quand même déjà bien avancé, et il y a eu des perspectives de pause de la Réserve fédérale, qui certes, depuis, ont été un peu décalées dans le temps. C'est-à-dire que maintenant, les gens pensent que ça aurait plutôt été au mois de juin et non pas au mois de mars, comme c'était le cas en début d'année. Mais dans l'ensemble, ces perspectives de pause de la politique monétaire, de pause du resserrement monétaire, ont alimenté quand même, notamment en faveur des marchés émergents, de la dette et de l'equity, ont plutôt alimenté une dynamique positive. D'accord. Et donc, moi, j'en reviens quand même très rapidement, je ne veux pas qu'on aille non plus sur 2023, ce sera l'objet de la deuxième partie, mais sur le rallye européen, on est vraiment sur un momentum. C'est-à-dire que ce n'est pas une tendance qui est en train de se renverser, ce n'est pas une tendance de fond, c'est plus une correction de marché qui s'est établie. Si on parle du rallye vraiment des actions européennes sur la fin d'année. Bon, écoutez, le rallye européen est très intéressant. Je ne voudrais pas décevoir vos éditeurs, mais c'est quand même le S&P 500 qui dirige les opérations, hein, si je puis dire. Et le S&P 500, c'est un indice... Le S&P 500, c'est le marché américain. Voilà. Je voudrais juste rappeler, comme ça, que la capitalisation boursière flottante des États-Unis, un pays qui ne représente que 4,5% de la population mondiale, 4,5% de la population mondiale, mais 62% de la capitalisation boursière flottante mondiale, avec une pénétration par les investisseurs américains des marchés étrangers très puissante. Et que quand il y a de l'aversion au risque, en général, les Américains, si vous voulez, ils retirent d'abord leurs billes dans les marchés étrangers pour les rapatrier avant. Voilà, donc, bien sûr. Voilà, donc ça va dépendre quand même beaucoup du marché américain. Alors vous allez me dire de quoi va dépendre le marché américain? Il va dépendre de la croissance, des résultats des boîtes, il va dépendre de la politique monétaire, de l'appétit pour le risque. Disons que pour répondre à votre question, parce que je sens bien que vous me demandez où va le marché action, hein, d'une certaine manière, je pense que pour les 6-9 mois à venir, je pense qu'il y a matière quand même un petit peu à consolidation sur l'ensemble du marché action, mais que dans l'ensemble, si les événements exogènes, en particulier sur l'Ukraine ou éventuellement Taïwan, il n'y a pas de dégradation, j'ai bien dit dégradation, dégradation par rapport à la situation actuelle, forte dégradation qui soit de nature à modifier les anticipations, eh bien je pense qu'une légère tendance haussière est raisonnable. Ok.
Très clair. Merci, merci Jean-Pierre pour vos réponses. On va maintenant se tourner sur l'impact de la macroéconomie côté Yomoni et sur les mandats Yomoni comme à notre habitude. Alexis, je te laisse reprendre la main sur les événements de marché, sur leur impact sur les portefeuilles Yomoni. Alors cette situation un peu exceptionnelle, comme l'a dit Jean-Pierre, hein, de stagflation, de période de stagflation qui est anormalement longue. Hein. Pour rappel, stagflation, c'est en même temps un ralentissement de la croissance économique qui pèse sur les prévisions de résultats des entreprises et donc sur le cours des actions. Et en même temps, vous avez une inflation qui explosait et donc qui pèse sur les taux directeurs et donc sur le prix des obligations. Donc ça a entraîné une baisse, je dirais, simultanée, hein, on l'a dit, des actions internationales et des obligations européennes qui constituent nos portefeuilles. Et donc, bien sûr, ça s'est traduit par des fortes baisses de nos portefeuilles sur l'année, hein, qui vont entre moins 4,4% et moins 18% sur le profil le plus risqué. Ce qui est exceptionnel, une fois de plus, hein, ce n'est pas l'ampleur de la baisse. Hein. Il faut bien avoir en tête que les portefeuilles Yomoni, entre les équilibrés entre le profil 6 et le profil 10, avaient plus baissé pendant la crise du Covid en 2020. En revanche, ce qui est tout à fait exceptionnel, c'est que la baisse est de la même ampleur que du profil 6 au profil 10. On le voit. Vous avez une baisse qui est de la même ampleur parce qu'elles sont constituées d'actifs qui ont eu les mêmes baisses. Il y a eu obligations européennes, exactement, dit, entre les obligations et les actions. Ce qu'il faut, Charlotte, hein, je le dis à chaque webinaire, hein, c'est prendre un peu de recul. Il y a beaucoup de questions des clients hein, sur ce sujet. Ça ne remet absolument pas en cause, sur le long terme, le rôle des obligations, hein, de la décorrélation des actions, des obligations et des actions. Si on prend depuis notre lancement, on a bien des performances annualisées qui sont nettement positives, hein, entre 2% et c'est plus de 6%. Positif, tout à fait. Net de tout frais, et surtout le profil de risque est bien croissant. Plus on prend de risques, on a bien un profil de risque croissant avec l'augmentation des performances, c'est-à-dire qu'on a bien une volatilité qui augmente avec le profil de risque et des pertes maximales qui diminuent, qui augmentent avec le profil de risque. Et rappelons-le, le profil de risque ne se choisit pas en fonction du contexte macroéconomique, mais bien en fonction de votre horizon d'investissement. S'il y a une priorité à donner, c'est bien le temps que vous avez devant vous sans avoir besoin de cette épargne et non pas ce que les tendances à un instant T peuvent vous laisser entreapercevoir. Exactement. Merci Alexis pour ce retour sur les performances portefeuille. Maintenant, nous allons passer à votre tour. Arnaud, on le rappelle, vous êtes directeur des ETF iShares pour BlackRock. De votre côté, donc vous êtes un distributeur des sous-jacents hein, qui composent les mandats Yomoni. Quel bilan dressez-vous de cette année 2022 qui, je crois, a été plutôt porteuse pour la gestion indicielle ? Merci pour l'invitation à nouveau. Je vais peut-être démarrer par une explication de ce que c'est un ETF, si tout le monde n'est pas conscient. Donc ETF, c'est un acronyme d'un mot anglais, Exchange Traded Fund, donc traduction littérale, fonds indiciel coté. Donc si j'essaie d'expliquer ce que ça veut dire, un fonds, c'est un fonds, donc c'est constitué de paniers de valeurs, de paniers de titres, actions ou obligations, mais donc avec une forme de diversification qui permet justement d'atténuer le risque. Formule mathématique toute simple, donc c'est cette gestion du risque. Le deuxième, indiciel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la performance de ces fonds-là va être indexée, va essayer de se porter sur un indice. Jean-Pierre évoquait le MSCI All Country, le S&P 500 et d'autres. Ce sont des indices et le but de ces ETF, c'est effectivement d'afficher la même performance que l'indice. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les processus de gestion derrière sont différents de ceux de la gestion classique active, avec énormément d'économies d'échelle et beaucoup plus de processus, ce qui permet en fait un coût relativement moindre par rapport à la gestion traditionnelle que l'on connaît depuis 40 ou 50 ans. Les ETF sont là depuis 20 à 30 ans en fonction des différentes zones. Donc ce qu'on est en train de se dire, c'est que l'ETF, le fonds indiciel, coûte moins cher de par ce qu'il représente et la manière dont il est géré, que si on achète des titres, par exemple, en direct ou des parts d'un fonds qui serait investi plutôt de manière plus traditionnelle. Exactement, avec des facteurs assez significatifs, mais donc substantiellement moins chers. Et le dernier point, c'était coté. Coté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut l'acheter et le vendre comme une action sur une place boursière, même donc liquidité. Euronext. Alors, avec une liquidité qui est même améliorée, c'est-à-dire que la rencontre des acheteurs et vendeurs
permet justement d'avoir un marché qui est beaucoup plus fluide. Et donc, quand on parle, par exemple, de certaines classes d'actifs, on parlait de l'obligataire, c'est un marché qui est assez atypique en matière de transactions. Là, l'ETF permet de le rendre complètement typique, complètement standardisé, très fluide, très transparent. Et ça explique beaucoup de ce qu'on va raconter maintenant, c'est-à-dire la croissance du marché et le fait que l'année 2022 était bonne, toutes choses égales par ailleurs, malgré le contexte qu'on a pu connaître. Donc, c'est-à-dire que 2022, je ne rappelle pas ce que Jean-Pierre a évoqué, un cocktail assez incroyable et des marchés qui ont relativement tenu. Et là, en fait, les ETF ont fait beaucoup mieux que tenir en termes de croissance. On est déjà sur une croissance structurelle depuis 10 ans de l'ordre de 15 à 16%. Si on regarde les 10 dernières années, il y a un mélange les marchés ont monté. Alors là, vous parlez de croissance de collecte, c'est-à-dire de particuliers qui viennent collecter à travers les ETF. Alors, là, je parle de la croissance des actifs que représente l'industrie des ETF. Voilà, la dans place la gestion des ETF d'actifs. dans l'industrie financière. Et du coup, il y a deux composantes. Il y a ce que vous évoquez, c'est-à-dire la part de nouveaux actifs qui viennent donc de l'argent frais. De nouveaux investisseurs qui viennent investir sur investisseurs les qui viennent ETF. investir, Okay. plus l'effet marché, donc les marchés 2020-2021 ont accéléré. Et donc, si on regarde, donc on est sur un marché très dynamique, 15%, qui a atteint 10 000 milliards à fin 2021. D'accord. 2022, effectivement, il y a l'effet marché qu'on évoquait, obligations et actions qui ont baissé. Mm-hmm. Mais malgré cela, il y a eu environ 850 milliards de flux supplémentaires qui sont venus presque compenser la baisse, puisqu'on termine à 9,2 000 milliards. D'accord. C'est des grandes masses. Mais effectivement, avec une très forte encore croissance des actifs. On avait un record en 2021 parce qu'on se souvient des soutiens, etc. Et puis de la trajectoire de marché. Donc il y a eu une euphorie. Il y avait une collecte de 1300 milliards sur l'année 2021 qui était un record absolu. Mais derrière ce record, c'est bien l'année 2022 avec les 850 milliards que j'évoquais. Avec une répartition assez intéressante, c'est qu'il y a quand même 260 milliards sur des produits obligataires. Donc souvent, quand on parle d'ETF ou d'ETP, on pense les actions, on pense ETP. S&P 500. Alors oui, désolé, je suis obligé de mentionner ETP parce qu'en général, en termes de chiffres, tout est globalisé. ETP, c'est Exchange Traded Product. Donc ça comprend des fonds, mais pas que. Mais c'est 99% des fonds. Des ETF. Oui, derrière, c'est des ETF. D'accord. Les données sont agrégées avec d'autres. Mais donc, pour vous dire, 2022, c'était l'année, deuxième année record, mais surtout dans une année où le reste a connu en fait un parcours relativement chaotique. Quand vous dites le reste, c'est le reste du monde, la gestion active traditionnelle. Hors ETF, on est sur un peu moins de 1000 milliards de sorties. Donc dans l'autre sens. Et en Europe, on est sur 260 milliards de sorties sur 2022 et une collecte de l'ordre de 200 milliards, un peu moins de 200 milliards en Europe. Donc en fait, en relatif, c'est une année exceptionnellement bonne sur les ETF en termes d'utilisation et de nouveaux utilisateurs. D'accord. J'ai quelques questions qui vont arriver juste après. Jean-Pierre, vous voulez rebondir sur... Par rapport aux chiffres, pour vos auditeurs, je voudrais juste rappeler que la capitalisation boursière mondiale, c'est 100 000 milliards de dollars environ. Hein. D'accord. Voilà. Pour donner un point de perspective. Un point de comparaison avec les encours d'ETF. Ok, très clair. Cette tendance, ce revirement, donc ça décollecte plutôt sur la gestion traditionnelle, gestion active qu'on connaît un peu chez beaucoup d'institutionnels, en tout cas en France, parce que la gestion indicielle n'est pas encore la première gestion, en tout cas dans le domaine de l'investisseur particulier, qu'on appelle le retail. D'où vient cet engouement, selon vous, et comment vous l'expliquez ? En fait, déjà, si je reprends ce qu'a évoqué Jean-Pierre sur le besoin dans des marchés comme on a connu d'être plus sélectif,
d'être plus réactif, d'être plus agile. C'est exactement ce que l'ETF permet de faire. Donc on parle d'un marché dans lequel on compte, je ne sais même plus, 6000 peut-être produits sur iShares, donc c'est la gamme ETF donc je représente de BlackRock. On a 350 produits qui sont disponibles sur le marché français. Donc on a effectivement, on répond à un besoin grandissant d'être beaucoup plus agile, de constituer des fonds cœur de portefeuille avec des frais plus bas, comme ce que vous allez retrouver dans vos mandats, et aussi effectivement d'être plus agile en fonction des conditions de marché. Donc ça répond à un besoin. Dans ce marché-là, vous l'avez évoqué, aux États-Unis, c'est un marché très développé. Ça représente environ 25% des portefeuilles de particuliers. Dans le secteur du retail. Dans le secteur du retail. En Europe, on est un petit peu en dessous, pas de beaucoup, parce qu'en fait, il y a un marché qui est très hétérogène. Exactement. Ouais. Et en France, c'est environ 3%. Du marché. Okay, ça progresse aussi. Mais ça progresse en fait avec une dynamique qui est assez incroyable, puisque 50% des porteurs d'ETF, d'accord. Donc c'est les gens qui investissent dans les ETF. Oui, ne l'étaient pas avant le Covid. D'accord. En France. Oui, on a vu qu'il y avait un gros rallye, et 2020, 2021 en plus ont été des années de marché assez. J'avoue qu'il y a eu une forte tendance au boursicotage, si on peut dire, et donc du coup l'ETF répond énormément à cette demande. Et en fait, on a aussi un démarrage d'une tendance vraiment alignée et calquée sur ce qu'on connaît aux États-Unis, notamment en Allemagne. Oui, et on voit la France prendre le pas de ce qui est en train de se jouer. Et donc on attend environ plus de 10 millions de nouveaux utilisateurs en Europe dans les prochaines années. Ok. Donc l'intérêt est porté par des frais beaucoup plus bas, par des outils qui apportent une diversification supplémentaire, au final, par le produit lui-même tel qu'il est construit. Et puis on se rend compte aussi que c'est un marché qui devient, en tout cas pour le retail, on l'avait constaté avec Alexis pendant le Covid, de plus en plus opportuniste. C'est-à-dire que les marchés baissent et les gens au final rentrent quand même, on le voit à travers les chiffres sur le marché obligataire. On a quand même une année sur l'obligation qui est assez compliquée, mais malgré ça, on a des gens qui viennent se positionner en tant que porteurs d'ETF sur ces secteurs. Enfin, en tout cas, c'est les chiffres que vous constatez, vous, chez BlackRock, sur 2022. Oui, mais en fait, ça revient aussi à la granularité que j'évoquais. Donc, quand on parle d'obligataire, là-dessus, on a aussi une centaine de produits obligataires. Il y a des profils beaucoup plus risqués. Parler de duration, donc si les gens sont familiers, je vais mentionner. On peut rapidement redonner une petite définition de la duration. Donc, effectivement, il y a une notion de maturité longue et donc une sensibilité à la hausse des taux qui est beaucoup durée plus de détention de l'action, de durée de détention, d'obligation. Et du coup, donc c'est profil de risque beaucoup plus important que la partie qui est très courte, dans lesquelles effectivement j'investis, je prête de l'argent, parce que ça reste des prêts, mais je sais qu'on doit me les rendre rapidement. Donc si je prête à quelqu'un qui a une bonne qualité de crédit, logiquement je vais recevoir mon argent. Et aujourd'hui, on est dans un contexte où on peut avoir des 2-3%. Sur des courtes durations, on était en négatif il y a encore un an. Donc on comprend que ça répond à ce besoin-là. Donc je n'ai pas parlé du profil de risque de la collecte, qui est peut-être un petit peu plus défensif que ce qu'on a connu en 2021. Mais ça collecte en tout cas, quand même. Tout à fait. Les gens rentrent quand même sur le marché, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que comme on le sait, quand les marchés descendent, généralement, ça crée plutôt des opportunités d'investissement sur la durée que le contraire, même si d'un point de vue humain, psychologique, c'est pas toujours les décisions les plus faciles à prendre. Merci à tous les trois pour ce regard sur l'année qui vient de s'écouler. Pour autant, 2023 est déjà bien entamé. On est quasiment au mois de mars. On peut déjà tirer les premiers enseignements sur le début de l'année, sur un trimestre qui est presque déjà terminé. Vous, Arnaud, du côté de BlackRock, est-ce que vous commencez à percevoir quelques perspectives qui se dessinent sur cette année 2023, sur la collecte, sur les tendances? Alors, on a commencé l'année un petit peu comme on l'a terminé, qui était très fort en fait au Q4. On l'a évoqué sur les marchés et donc le sentiment au risque était quand même revenu. Et donc, on a vu effectivement un très très bon début d'année. Il y a quand même beaucoup de confusion. Donc, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas linéaire, donc il y a quand même des sursauts un petit peu de crainte. Et donc de la confusion chez les investisseurs
vous entendez ou... de tous les opérateurs de marché, investisseurs privés, mais honnêtement professionnels, j'écoute avec attention tout ce qui se dit, et c'est vrai qu'il ne se dit pas forcément toujours la même chose en ce moment. Donc il y a un petit peu de... Voilà, on brouille les pistes. Voilà, donc le sentiment n'est pas tout à fait ouvert. Malgré tout, on est sur un très bon démarrage, notamment sur les actions européennes. Vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, donc ça se ressent dans la collecte, sur les émergents aussi. Ouais, on parle d'un retour des avec effectivement une très bonne collecte. Et c'est un peu plus difficile aux États-Unis, avec un peu de consolidation, ou en tout cas, c'était le moteur de croissance sur les 10 dernières années. En termes de collecte, encore une fois, là, ça l'est beaucoup moins. D'accord. Jean-Pierre ? Oui, je voulais juste dire qu'il n'y avait pas pour moi, il n'y a pas d'opposition fondamentale entre la gestion active et la gestion indicielle. Alors c'est vrai qu'il y a un professeur de finance connu aux États-Unis, qui est prix Nobel d'économie d'ailleurs, qui s'appelle Fama, et qui a montré que net des frais de gestion, pour dépasser la performance des indices, c'est pas du tout évident, quoi, pour dire les choses clairement. Et il y a peu de fonds qui y parviennent. Mais il y en a quand même, hein, y compris en Europe. Je vais citer personne, mais enfin, il y a des fonds qui sont particulièrement performants. Mais je voulais dire, c'est comme quand on oppose le private equity et les actions cotées. Il n'y a pas d'opposition. Il y a deux classes d'actifs connexes qui s'épaulent. Parce que les fonds de private equity, souvent, se recourent à la bourse. Elles-mêmes sont, les grosses sociétés sont elles-mêmes cotées ou utilisent la bourse pour sortir les boîtes qu'elles ont en portefeuille. Et puis la gestion indicielle est intéressante, mais enfin, elle a quand même besoin de la gestion active, sinon on aboutirait à un système totalement absurde. Donc, mais les deux, de toute façon, sont plutôt complémentaires. Ouais, elles sont complémentaires. Et la gestion active a quand même du mal encore à baisser ses marges à l'égard de l'investisseur particulier, et que ces marges viennent grignoter la performance sur la durée de l'investisseur retail. Et donc, à un moment donné, il faut que tout le monde se réajuste. C'est l'investisseur, alors là, puisqu'on parle auprès du retail, comme vous dites, c'est à l'investisseur individuel de faire le travail aussi. Hein, voilà. Et c'est pas du tout évident, mais c'est à lui de faire. Mais a priori, vu les chiffres, vu les stats en France, on est maintenant à 3% de collecte. Je crois qu'on était quand même bien en dessous avant la crise du Covid. Oui. Je ne sais même pas si on atteignait les 1 et quelques pourcents. En France. On démarre forcément de zéro, effectivement. Oui, et énorme accélération sur les 3 dernières années. Mais on a une compréhension de l'investisseur qui devient, en plus par le biais, je pense, d'Internet, de plus en plus autodidacte, enfin en tout cas qui va trouver du contenu, de la matière pour pouvoir, ce qui n'est pas toujours évident dans le domaine financier. Parce qu'il y a énormément de fonds indiciels maintenant, c'est-à-dire qu'il faut, pour un investisseur individuel, c'est pas un moyen quand même d'être passif. Il faut être actif, même quand on achète un fonds indiciel. Si on achète un fonds ETF sur le SP500 par rapport au Eurostoxx, ou je ne sais pas, sur l'énergie par rapport au luxe, ou je ne sais quoi, faut se renseigner, il faut travailler. Effectivement. Je dirais juste un point là-dessus, c'est qu'effectivement, on peut travailler lorsqu'on est averti et qu'on arrive à faire des analyses, mais en fait, les ETF sont énormément utilisés par des professionnels. Au-delà de... Donc la preuve en est aussi chez Yomoni. Et donc du coup, ça permet d'être actif pour les gérants actifs. Ouvert aux institutionnels en termes d'investissement. Tout à fait. Avant de s'ouvrir au marché du retail, bien évidemment. Ah oui, les frais bas. Il n'y a pas d'opposition, en fait. Non, il y a une complémentarité. Ce qu'on remarque juste, c'est qu'on a quand même encore une tendance aujourd'hui sur la gestion active qui tend à... Il y a des clincher class, il y a des choses qui existent pour se remettre en question et se réadapter à la tendance de marché, mais ça prend quand même un peu de temps. Oui, mais j'ai envie de dire tant mieux, parce que ça pousse quand même les gérants actifs à être... un petit peu à tenter de surperformer le marché. Donc c'est un petit peu une concurrence un petit peu salutaire. C'est moi qui ai rien dit. Non, mais pas de problème sur le sujet. Donc une tendance... Juste si on reprend un peu la tendance côté distribution, côté ETF, on est sur une collecte qui... En fait, on a une continuité entre le Q4 et le Q1 2023. On est assez raccord avec une petite tendance comme les marchés sur le marché européen, mais pas que.
Est-ce que vous voyez d'autres points à rajouter sur ce début d'année 2023 du côté de BlackRock, Arnaud? On continue en fait en termes de développement produit à essayer de s'aligner par rapport à la demande. Donc il y a toujours un très fort besoin d'innovation. Déjà le l'ETF c'est une sorte de technologie en soi et on n'aurait pas pu faire des ETF il y a 40 ans. Donc c'est parce qu'on a effectivement tous ces processus, les ordinateurs, etc. Et donc on continue à innover. Donc il y a quelques stratégies qui sont plutôt un petit peu à la frontière entre l'actif et l'indiciel parce qu'on a des nouvelles données. On parle des fois de l'intelligence artificielle, c'est encore très éloigné, mais déjà plus simplement, on a accès à de nouvelles données. Donc quand on parle de thématiques, c'est quelque chose qui a un fort essor, notamment sur le marché privé. Parce qu'effectivement, il y a cette notion de se dire, OK, on est conscient de l'historique, OK, les marchés ont monté, ont baissé, etc. Mais est-ce que les valeurs qui sont importantes aujourd'hui seront les valeurs de demain? Pas forcément. Et donc, on aime bien investir sur les tendances structurantes de long terme. Et effectivement, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, on est très présent. Ok, très clair. Merci, merci pour vos explications. On rebondit sur la partie thématique. Peut-être Alexis nous dire comment on a, en ce début d'année, un peu réajusté les portefeuilles Yomoni. Quelles sont les perspectives de la gestion chez Yomoni pour 2023 ? Alors, dans les portefeuilles Yomoni, on est un peu plus optimiste qu'on l'était en 2022. On a réaugmenté légèrement et progressivement notre exposition aux actions, parce que pour deux raisons principales. C'est bien sûr le processus de désinflation qui est en route, qui est très graduel, naturellement, malheureusement, qui sera plus long que ce qu'on avait anticipé, qui sera plus graduel, mais pour des bonnes raisons, parce que la réouverture de l'économie chinoise, qui quand même est fondamentalement une très bonne nouvelle. Elle est à double tranchant parce que d'un côté, elle fait baisser l'inflation avec la normalisation des chaînes de production et la baisse des délais de livraison, la baisse des transports maritimes, etc. Mais d'un autre côté, bien sûr, elle soutient aussi l'inflation parce que le soutien à la demande et donc les prix et les prix des matières premières en particulier. Donc ce processus de désinflation, il sera progressif, il sera graduel, mais il est bien entamé. On a baissé en inflation pour le 7e mois consécutif aux États-Unis. Et donc ça, on joue ça, on dit que voilà, on se positionne, on est un peu plus optimiste, pardon. Les risques de récession à court terme se sont dissipés. C'est également ce qu'on joue dans les portefeuilles, avec là également une demande qui reste très soutenue, notamment dans les services. Le moral des chefs d'entreprise qui s'améliore nettement. Et donc, nous, on pense que toutes ces bonnes surprises macroéconomiques pourraient se transformer en bonnes surprises sur les résultats d'entreprise et donc soutenir le cours des actions. Donc, on a progressivement, légèrement réaugmenté notre exposition aux actions. Au sein de la poche obligataire, on s'est réexposé, on a augmenté notre exposition au crédit et à la partie plutôt courte de la courbe, parce que comme l'ont dit Jean-Pierre et Arnaud, maintenant on a des rendements intéressants sur la partie courte de la courbe, et même parfois plus intéressants que sur la partie longue, avec une légère inversion de la courbe des taux. Et donc vous avez des rendements finalement plus intéressants sur la partie courte, avec une sensibilité moindre aux hausses des taux qui devraient se poursuivre, parce qu'on voit bien que dans ce contexte de désinflation qui est progressif, bien sûr, les hausses de taux à court terme devraient perdurer et donc les politiques monétaires devraient rester restrictives à court terme. Très clair, merci Alexis. Jean-Pierre, on finit avec vous sur les perspectives 2023, sur les grandes tendances. Donc on a un petit peu vu côté États-Unis, ce qui rejoint en fait ce que Alexis vient de nous expliquer sur le processus de désinflation et sur les temps de pause des banques centrales, même si elles sont un petit peu reportées dans le temps. Qu'est-ce que vous voyez venir, vous, d'un point de vue macroéconomique, peut-être 2 ou 3 grandes tendances sur l'année 2023 ? La croissance restera faible quand même, je voudrais quand même insister là-dessus. Certes, on évite la récession, mais enfin, c'est quand même pas extraordinaire. Il y a quand même un resserrement des conditions de crédit dans les différents pays, un retournement des marchés immobiliers qui a commencé déjà il y a de nombreux mois aux États-Unis et qui se manifeste en Europe continentale. Il y a quand même des difficultés encore dans le monde manufacturier mondial. Donc c'est pas terrible. La croissance va être un petit peu plus de 1% aux États-Unis, elle va être de 1% en zone euro. Vous voyez, c'est bon. Alors la Chine va être
va effectivement plutôt surprendre à la hausse, va nous faire du... Je pense. Alors moi, je suis au-dessus du consensus. Hein. On est à 6% à peu près pour la Chine, et même pour les autres, là, même pour la zone euro et les États-Unis, je suis au-dessus du consensus. Alors la désinflation, je suis d'accord, elle va être un peu irrégulière en quelque sorte. Hein. Faut pas s'attendre, notamment en Europe, parce qu'on passe sous les 5 rapidement. Hein. D'ailleurs, les derniers chiffres le montrent. Nous, on est à peu près à 6% au T2. Par rapport au T2 de l'an dernier, donc au deuxième trimestre. Donc ça reste quand même relativement substantiel, alors qu'aux États-Unis, ça baisse plus, on est à peu près à 4. Et à la fin de l'année, par contre, si tout va à peu près bien, on sera au T4 à 2,5 ou un petit peu plus de 2,5. Alors là, les chiffres seront... Mais tout ceci aura été rendu possible non seulement par la montée de l'euro, l'absence de tension aussi forte que l'an dernier sur l'énergie, mais aussi par une croissance extrêmement faible, pardon, dans le monde et en Europe en particulier. Ce qu'il faut particulièrement surveiller, c'est le problème principal, c'est la situation du marché de l'emploi. Parce qu'il y a un difficile équilibre pour les banques centrales, quelles qu'elles soient, que ce soit la Fed ou la BCE, à resserrer les conditions financières. On en a besoin parce que les tensions sur l'emploi sont telles que les pressions salariales sont assez élevées. Mais il faut resserrer, mais pas trop, parce que sinon, évidemment, ça risque de se résoudre en récession pure et simple. Donc c'est un petit équilibre, mais pour l'instant, je trouve que les banques centrales s'en tirent pas mal. Et les performances récentes du marché action et du marché obligataire, dans l'ensemble, eh bien, reflètent cette relative réussite des banques centrales, dans un environnement quand même extraordinairement complexe, compliqué. Oui, puisque le conflit entre notamment l'Ukraine et la Russie sur le conflit en Ukraine qui n'est pas terminé. Il n'est pas terminé même s'il n'y a pas de nouvelle dégradation. Parce qu'on ne va pas connaître les mêmes événements que l'an dernier. Ce qui a été terrible en 2022, c'est qu'on a une guerre qui n'était pas vraiment prévue, un choc d'offres considérable sur le prix des matières premières. Ça, même si vous avez encore un espèce d'enlisement, des tensions sporadiques ici ou là. Il n'y aura pas l'effet nouvelle surprise, déstabilisation. Voilà, exactement. Vous n'aurez pas phénomène le même psychologique. Choc géopolitique, etc. Enfin, toutes les mauvaises nouvelles, même le resserrement monétaire, il va continuer. Enfin, il va pas être aussi brutal que l'an dernier. Le choc inflationnnaire, la surprise d'inflation ne peut pas être aussi brutale que l'an dernier. Donc tout ça est quand même plutôt derrière nous. Même s'il faut surveiller ce qui se passe en Ukraine ou à Taïwan, ou dans tous les phénomènes exogènes qui pourraient effectivement affecter la confiance des marchés. Très clair. Merci à tous les trois de vous être prêtés à l'exercice de la rétrospective 2022 et des projections 2023. On va maintenant passer à nos questions-réponses. On va démarrer avec Alexis. Une première question pour toi. Certains de nos clients questionnent le fait que le CAC 40 rebondisse plus rapidement que leur portefeuille Yomoni. Quelle explication leur apporter ? Alors, nous, il faut bien avoir en tête que l'indice de référence de nos allocations actions, c'est le MSCI World ACWI, c'est-à-dire qui comprenant tous les pays, dont les pays émergents. Et comme l'a très bien expliqué Jean-Pierre, depuis quelques mois, on a eu une surperformance assez forte des actions européennes, ce qui fait que l'indice européen, les fonds investis en actions européennes ont surperformé nos allocations, bien sûr, internationales. Ça ne remet pas du tout, mais Jean-Pierre l'a très bien expliqué, en cause la surperformance sur long terme des actions mondiales et des actions américaines en particulier. Si je prends depuis le 1er septembre 2015, qui est la date de lancement de Yomoni, les actions européennes de la zone euro ont progressé de 4,9% par an, tandis que les actions américaines ont progressé de 12,1% par an, mesurées en euros, dividendes réinvestis naturellement. Donc on voit bien qu'on a sur le long terme des performances nettement supérieures à l'international. Exactement. Et ça, mais comme le disait Jean-Pierre également, il n'y a pas de raison que ce trend s'inverse. Le moteur de la croissance, malheureusement, ce n'est pas la zone euro. Il y a des périodes de surperformance du marché européen, par exemple fin 2016 et le premier semestre 2017, parce qu'il y avait des surprises macro, parce que les craintes politiques sur la France avec l'élection de Macron, etc., avaient été un petit peu mises de côté. Ça avait permis une surperformance du marché européen pendant 7 mois, si je me souviens bien. C'est des choses qui arrivent, mais qui ne durent pas et qui ne sont pas, en tout cas, qui ne durent pas.
Très clair. Une question qui s'adresse peut-être à tous les trois. Le livret A est aujourd'hui repassé à 3%, ça on l'a bien entendu. A priori, le livret A rapporte aujourd'hui plus qu'un fonds euro classique. Est-ce que c'est le bon investissement selon vous? Est-ce qu'on vide son assurance vie pour se réfugier sur le livret A? Mais il y a un plafond au livret A, si je me Tout à souviens. fait. Je crois que j'en ai encore un, mais je ne l'ai pas ouvert depuis 20 ans, alors donc je ne sais plus très bien où j'en suis. Mais écoutez, non, il y a un plafond, voilà. Il y a un plafond. Et puis en plus, le contrat d'assurance vie, alors moi je ne suis pas un spécialiste de ça, mais du point de vue fiscal, c'est particulièrement intéressant pour la succession. Donc on ne fait pas un arbitrage contrat d'assurance vie livret A uniquement en fonction d'un différentiel de rentabilité extrêmement faible, à mon avis, hein. Voilà. Et ce d'autant que sur un contrat d'assurance vie, on peut placer plusieurs supports Oui. très intéressants. On a autre chose que voilà. le... Voilà. Donc, Arnaud, un avis? En fait, le taux est un reflet aussi d'autres conditions de marché. Donc, vous m'auriez dit 3% il y a un an, j'aurais dit, ah bah oui, du coup, très bien. Mais on en parlait avant, en termes, le marché obligataire à court terme, de bonne qualité, et donc avec très peu de risques, il est effectivement sur ces niveaux-là. Donc, c'est un reflet, effectivement. Après, il y a, comme on l'évoquait, en général, le risque est rémunéré. Et donc, quand on a un horizon plus long, il y a effectivement probablement une forme de risque à prendre et de diversification. Ça ne veut pas dire que, bien sûr, l'épargne dont on a besoin à court terme, éventuellement, l'épargne de précaution, oui. Sur lequel le livret A remplit parfaitement son rôle. Tout à fait. Et il a ce rôle-là. Effectivement. Après, on peut il y a des espérer choses positives plus. Là-dedans, par exemple, pour la trésorerie des entreprises, les dépôts à terme qui rapportent pour la première fois depuis pas loin de 10 ans, bah, c'est une bonne chose. Et pour la trésorerie des entreprises, au final, comme pour l'investisseur particulier, tout dépend de l'horizon de placement. C'est-à-dire que si vous avez... Quand parce vous, qu'il y a, oui, quand vous même gérez des la sociétés trésorerie, qui cherchent à investir vraiment sur des durées supérieures à 5 ans, supérieures à 8 ans. Et là, encore une fois, on peut prendre du risque et le risque est normalement rémunérateur. Oui, bien sûr. Simplement, je dis que c'est favorable pour toute l'épargne d'attente, en quelque sorte. Par exemple, quand vous recevez des fonds d'épargne salariale par votre société, que vous comptez acheter un appartement, etc., vous n'allez pas le placer en action quand même. Non, voilà, c'est pas très raisonnable. Normalement, non. Mais... Et donc, c'est mieux de recevoir, alors peut-être pas 3%, mais 2% que 0. Oui, ou que de tenter. De toute façon, les marchés sur un très court terme, ça peut vite être aussi la roulette russe. Bien sûr. Le marché action sur 6 mois, on a besoin aussi d'une épargne sans risque, on va dire correctement rémunérée. Bien sûr. Tout le monde a besoin d'une épargne de précaution. La tendance, c'est généralement 2 à 3 mois de salaire ou alors de charges mensuelles que vous pouvez provisionner pour vous dire demain votre télé vous lâche ou votre voiture ou vous avez une envie subite de partir en vacances. Vous n'avez pas de questions à vous poser sur le contexte de marché. Et puis aussi pour tout projet que vous voudriez réaliser entre maintenant et 24 mois généralement, on a plutôt tendance à dire qu'on n'a pas vraiment le temps d'être sur le marché, en tout cas de lisser le risque, la volatilité de marché. Et donc là, bien évidemment, on vous conseille de rester sur votre livret A pour ce qu'on appelle l'épargne de précaution. Arnaud, j'ai une question pour vous. On en parlait tout à l'heure. Quelle innovation à suivre dans le milieu des ETF sur 2023? Donc vous nous disiez la partie thématique, la partie en fait on essaye d'anticiper sur les besoins ou les envies d'investir futures du retail, si j'ai bien suivi. C'est ça. D'ailleurs, pas que retail, hein, beaucoup d'institutionnels et de gérants professionnels essaient de repenser un petit peu leur allocation avec cette idée que maintenant il y a des nouvelles tendances structurantes dans l'économie qui devraient se refléter par des gagnants qui ne seront pas les mêmes que ceux par le passé. Donc que ce soit effectivement sur la technologie. Là, on est plutôt sur une idée de sectorielle, mais dans la technologie, il y a cette notion de digitalisation, de robotisation. Donc, c'est des sous-segments qui, eux, en fait, sont marqués par une économie qui est en train d'évoluer, de muter. Il y a d'autres thèmes comme le vieillissement de la population. Impossible de dire que ce n'est pas le cas. Et donc, il y a effectivement des sociétés qui vont mieux s'en sortir dans ce secteur. Et il y a en fait toute la partie de durabilité, de changement climatique qui impacte énormément notre économie, le volet social, et donc les indices et les ETF que l'on va travailler et que l'on va mettre sur le marché qui intègrent cette notion de changement climatique avec la gestion du risque climatique. Est-ce que là, vous faites référence à la labellisation
Pas que. Alors pas que, parce que c'est un thème plus large que la labellisation française, on va Qu'on dire. trouve déjà, de toute façon, sur les Mais ETF. effectivement, dont on a effectivement une bonne partie de notre gamme disponible. Environ 13 ETF, si je ne me trompe pas, sur le label français. Mais au-delà de ça, on a effectivement une centaine de produits qui sont plutôt dans cette notion d'intégration de durabilité vocabulaire européen. Donc là, c'est ce qu'on parle SFDR, donc c'est une autre forme de labellisation. Et donc, effectivement, il y a cette notion il y a un risque physique, il y a un risque climatique aujourd'hui, et il faut l'intégrer parce que c'est un risque d'investissement. Bien sûr. Risque opportunité. Et c'est une demande. Et c'est une demande. Très clair. Jean-Pierre, j'ai une dernière question pour vous. Donc, est-ce que l'économie mondiale va entrer en récession? Donc, on dit a priori, pour le moment, on n'y est pas. Est-ce qu'il y a des régions ou des pays qui ne devraient pas échapper à une récession? Enfin, est-ce qu'il y a des pays plus ou moins à risque sur cette année 2023? Est-ce qu'il y a une dichotomie qui se fait d'un point de vue géographique ou pas, selon vous? Les pays qui échappent, en général, à des phénomènes récessifs profonds, sauf quand il y a des causes propres, c'est plutôt les pays émergents dans l'ensemble. L'Inde, par exemple, a donné des signes de résistance très satisfaisants en 2022, alors que c'est un pays importateur net d'énergie, notamment. Voilà. En fait, il faut discriminer pays par pays. Alors, quelles sont les grandes zones en fait, qui devraient connaître une récession? C'est ça la question. Oui. Je crains fort que, quand même, la zone la plus sensible aujourd'hui, enfin, dans les grandes zones, c'est l'Europe, quand même. L'Europe de l'Ouest, comprenant la zone euro et le Royaume-Uni. D'ailleurs, le Royaume-Uni est un pays qui est en plus grosse difficulté que la zone euro. Ce qui n'était pas le cas avant Brexit, soit dit en passant. Le Royaume-Uni est presque en pire situation que la France à toute une série de points de vue, du point de vue politique, social et macroéconomique, du point de vue de la croissance et du point de vue de l'inflation. De la France, voire même de l'Italie, parce qu'il faut quand même le faire. Donc ça, c'est un point important. Certains, alors évidemment, la Russie... grosse difficulté, mais enfin, c'est plus vraiment une source d'investissement. Les marchés sont très peu chers, d'ailleurs, aujourd'hui. L'Europe centrale, un certain nombre de pays d'Europe centrale sont en difficulté. Mais je ne veux pas exclure de tout cela. Alors, je pense que le Japon, la Corée du Sud, en fait, tout l'axe Asie de l'Est est beaucoup plus protégé. Hélas, l'Amérique latine, c'était plutôt l'an dernier. Là, enfin, la bonne résistance du Brésil, là, ça va être plus difficile. Je regarde un petit peu rapidement... les différentes zones. Disons que les États-Unis sont quand même pas totalement des sorties d'affaires. Pour l'instant, on ne peut absolument pas dire que l'économie américaine est en récession. Elle a donné des signes quand même de résistance très très forts. Bon, après, le dernier élément qui manque à une récession aux États-Unis, c'est l'emploi. Donc, si jamais l'emploi se dégrade fortement, et que les autres éléments de l'économie américaine ne se redressent pas, on sera en récession. Et d'ailleurs, un grand nombre d'économistes américains annoncent une récession vers le T3, T4 de 2023 ou le T1 de 2024. Donc, même si elle est soft, c'est quelque chose qu'on ne peut pas exclure. Non, les zones résistantes, je trouve, ce qui ne veut pas dire qu'il faut en acheter. Ça, c'est encore, parce que là, vous parlez de l'économie. Les marchés, c'est encore autre chose. Mais je trouve que l'Asie de l'Est, dans l'ensemble, est probablement aujourd'hui la zone la plus sûre en rendement risque encore aujourd'hui, malgré la bonne performance du marché chinois sur les 4 derniers mois notamment, ou sur les 3 derniers mois notamment. Très clair. Merci Jean-Pierre pour votre réponse. Une toute dernière question pour finir ce webinaire. On a parlé tout à l'heure de gestion indicielle, de gestion active. On entend parler d'ETF dans la gestion active de plus en plus. Est-ce que vous pouvez, pour peut-être clôturer ce webinaire aujourd'hui, nous en dire plus, Arnaud ? Oui, tout à fait. Donc déjà, on a déjà fait écho à cela sur différentes facettes, parce que si on interprète un peu cette question, il y a déjà l'utilisation des ETF dans la gestion active. Donc, et ça, vous allez le retrouver. Vous allez chercher les gérants multi-assets ou des gérants allocataires. Vous allez retrouver des ETF parce que ça leur permet d'être positionnés, d'être flexibles et de réagir face d'être diversifiés. Et d'être diversifiés. Après, on a parlé effectivement de l'innovation dans le marché des ETF et donc des indices
qui sont un peu moins traditionnels et qui tournent un peu plus vers de la gestion active, en tout cas avec une forme de rotation plus importante que lorsqu'on est sur du MSCI All Country, où effectivement, du coup, on suit les marchés, on suit l'évolution des valorisations, donc on a peu d'ajustements à faire. Et au-delà de ça, il y a effectivement une notion d'utilisation de l'enveloppe ETF. On parlait du fait que ce soit exchange traded, on n'en a pas beaucoup parlé, mais cette notion en fait a énormément d'écho, notamment dans le marché américain, et aussi ça démarre dans le marché européen, c'est-à-dire que les mastodontes de la gestion d'actifs traditionnels ont décidé de prendre leurs fonds et en fait de les encapsuler en ETF parce que c'est le mode de consommation d'aujourd'hui. Les investisseurs souhaitent utiliser l'investissement avec cette fluidité, cette transparence. C'est comme quand maintenant je me sers de mon téléphone plutôt que de me servir du Minitel. C'est un peu ça. Ouais. C'est le nouveau titre vif, quoi. Parce que ce qui a peut être le titre vif à l'époque, peut-être un peu passé maintenant, mais la nouvelle manière de consommer du marché. Et donc, au final, en termes de capitalisation, on peut parler pour la France peut-être, on va viser quoi? Des perspectives comme ce qu'on connaît aux États-Unis, même si le chemin est encore un peu long, ou qu'est-ce que vous attendez, vous, en perspective sur le marché français? On est sur la tendance qu'on évoquait, c'est-à-dire une croissance de l'ordre de 15 à 20%, donc probablement plus forte par an. Donc plus forte en Europe qu'aux États-Unis, parce qu'on est sur un marché plus mûr, et beaucoup plus forte en France qu'en Europe, parce qu'on est sur un marché moins mûr encore en France. Qu'en Allemagne, par exemple. On aime bien des fois regarder en fait la courbe en S. Donc en fait, on est encore relativement bas de la courbe en S en France, c'est-à-dire que on va vers une trajectoire qui sera exponentielle. Et aux États-Unis, on commence un petit peu à être sur un marché mature. Donc, on est sur du 5 à 10% de croissance organique sur un marché qui fait 7 000 milliards. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, des actifs à moindre coût, très diversifiés et parfaitement liquides pour faire face aux difficultés de marché. Merci à tous les trois d'avoir répondu présent à notre invitation trimestrielle. Merci à vous qui nous suivez depuis tout à l'heure. On vous dit au trimestre prochain et on vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.